Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette 10e édition. Nous partons tout de suite à l'est de la Chine, direction Shanghai. Alors avec plus de 24 millions d'habitants, Shanghai est une des plus grandes mégapoles du monde. Ville moderne et dynamique, idéalement située à l'embouchure du fleuve Yangtze, c'est la capitale du luxe, de l'économie et de la finance chinoise. Alors pour en parler, j'ai à mes côtés 4 intervenants. Christophe Laurent, vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France et vous êtes directeur général de Asia Elon Corp. Tout à fait. Donc c'est une société qui aide les entreprises françaises à trouver des partenaires en Chine pour favoriser l'exportation de produits et services français vers la Chine. D'accord, très bien. Grégory Solmé, vous travaillez pour Karl Waïd. Bref présentation de Karl Waïd. Alors nous, notre cabinet est spécialisé dans l'immigration. Nous assistons les sociétés dans les procédures d'expatriation, autorisation de travail, visa, titre de séjour, en France, mais également à l'étranger. Très bien. Marion Chenard, vous êtes rentrée il y a à peine un mois de Shanghai. C'est ça. Et sur place, vous étiez en gros responsable d'achat pour des entreprises chinoises. Chinoises et européennes, donc principalement des achats en Chine pour l'exportation vers les marchés européens. D'accord. Étienne Rieuneau, ça fait à peu près 4 mois que vous êtes rentré. Voilà. Et vous étiez en stage au consulat de la France à Shanghai. C'est ça, voilà. Ok, très bien. Alors tout de suite, nous sommes via Skype avec le consul général de France à Shanghai, Axel Cruau. Axel, est-ce que vous nous entendez ? Alors, il n'est pas encore là. Peut-être qu'en attendant, Christophe, vous pouvez nous parler un petit peu des Français à Shanghai. Est-ce qu'ils sont nombreux Oui, ils sont nombreux. Il y a une très bonne ambiance entre Français à Shanghai. Tout le monde se connaît, tout le monde se croise, il y a beaucoup d'événements. Donc on est environ 20 000 avec la région de Shanghai, toujours en croissance aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est le nombre de jeunes Français par rapport aux autres communautés, allemandes, italiennes, américaines. Il y a particulièrement un grand nombre de jeunes Français à Shanghai aussi. Ils préfèrent Shanghai au reste de la Chine, tous ces jeunes. Donc une très bonne ambiance. Il y a une belle fusion aussi avec les Chinois. Donc il y a beaucoup d'événements où il y a moitié français, moitié chinois. Et chacun a plaisir à rencontrer l'autre et à faire connaître un petit peu son peuple. Il y a beaucoup d'échanges. Les Chinois adorent venir en France, comme on le sait tous. Donc il y a vraiment une ambiance très sympa. Par exemple, vous, Marion, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller travailler là-bas à Shanghai ? À l'époque, j'étais partie quand j'étais en stage étudiant parce que c'était vraiment en développement, c'était un peu the place to be. Hein. Oui, c'était il y a 7 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, d'accord. Voilà. Donc j'avais décidé de partir là-bas en stage et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais eu des bonnes opportunités professionnelles et ça m'a donné envie de revenir. Et donc j'y suis retournée à la fin de mes études. Et j'ai fait 7 ans de carrière là-bas. Ok. On vient de me dire que Axel Cruau était avec nous. Bonjour Axel. Bonjour. Vous nous entendez ? Vous m'entendez ? Je vous entends assez mal, mais je pense que ça ira. D'accord. Mais je vais vous poser une seule question de toute façon. Est-ce que vous pouvez me faire une présentation assez globale de la présence française en Chine et plus particulièrement à Shanghai, s'il vous plaît ? Alors en Chine, non, mais en Shanghai, oui. Shanghai, c'est une communauté française d'environ à peu près 11 000 personnes. Les étudiants qui sont là, nous sommes à 15 000. Donc, une communauté très importante en Asie. Une des premières, sinon la première. Une communauté très dynamique, faite de nombreuses entreprises, de nombreux entrepreneurs dans tous les domaines, y compris les secteurs de pointe. Par exemple, quelques semaines, on va lancer un environnement d'innovation à French Tech, une chambre de commerce section des conseillers de commerce extérieur également. Axel, je suis vraiment désolée, mais en fait, on a entendu quelques mots. Je pense qu'on a compris vraiment le principal, mais ça saccade énormément. La connexion est très mauvaise. Et sur la fin, on vous entend plus. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire sur cette présence française, en espérant qu'on comprenne ?
Bah, écoutez, oui, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais si la connexion n'est pas bonne, si la technique trahit, malheureusement, ce sera pour une prochaine fois, l'année prochaine. Je suis sincèrement désolée, la technique n'est pas avec nous là en ce moment. Désolée Axel, mais merci en tout cas pour cette intervention. Tout de suite, on fait une courte pause et on revient après pour évoquer un petit peu la situation économique globale de la Chine et de Shanghai. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Shanghai. Alors tout de suite, on va parler un petit peu de l'économie du pays et plus particulièrement de la ville de Shanghai. Mais d'abord, vision globale de l'économie de la Chine. Christophe. Oui, bon, en ce moment, il y a beaucoup d'articles sur ce sujet. Je pense que les choses ne sont pas aussi graves peut-être qu'on ne peut le voir dans la presse. J'ai le sentiment que la Chine a un petit peu fini ses 30 glorieuses pour comparer à la France, et que naturellement, le pays se transforme aujourd'hui assez rapidement, avec des soubresauts, avec des adaptations. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même une bonne vision à moyen et long terme. Je recommande beaucoup de lire le plan quinquennal, le dernier, le 13e, qui concerne la période 2016-2020, puisqu'en général, on a vu dans le passé, 80% de ce qui est inscrit dans ce plan va être réalisé. Donc c'est quand même une manière pour les entreprises, pour les Français, pour les pays, d'avoir une projection sur ce qui va être possible de faire. Donc la croissance est en baisse naturellement, elle est environ de 6,8, 6,9 officiellement en 2015 d'après les autorités. Nous pensons, nous, en tant que consultants, experts du pays, qu'elle est plutôt à 4%, donc on a une vision un peu différente de ce qui est dit, mais le pays continue à se sophistiquer extrêmement rapidement, et c'est cette sophistication qui va continuer d'apporter du business, des opportunités pour les Français. D'accord. Et les opportunités à Shanghai, par exemple, Marion, comment est-ce que vous définiriez l'économie de Shanghai ou son attractivité économique? Par rapport à la Chine, oui. Shanghai se développe beaucoup plus rapidement que la Chine en général. C'est un peu une fenêtre d'ouverture sur le monde de la Chine. Et effectivement, c'est un marché qui est très dynamique et avec un niveau de vie qui est plus élevé que dans le reste de la Chine. D'accord. Il y a plus de marques européennes, il y a plus de vie culturelle. C'est la ville la plus ouverte vers l'Occident de la Chine. C'est la capitale économique de la Chine. Oui. Ok. Peut-être, Étienne, une petite vision politique, lien entre politique et économie? Alors, pour la Chine en général, je pense qu'effectivement, le fait que la croissance a été revue à la baisse n'est pas quelque chose d'inquiétant en soi. C'est quelque chose qui a été bien compris et intériorisé, on va dire, par les autorités. On parle de nouvelles normes aujourd'hui. C'est le signe peut-être aussi d'une prise de conscience que le moteur de l'économie, le moteur de la croissance chinoise ne peut plus seulement être l'exportation de produits manufacturés ou les investissements immobiliers. Aujourd'hui, les autorités essayent plutôt d'investir dans l'innovation.
et dans les nouvelles technologies en particulier. On verra ça aussi. On verra ça, après. on verra ça peut-être plus tard. Mais bon, ça, je pense que c'est le signe d'une prise de conscience et aussi peut-être d'une plus grande proximité avec des chiffres réels. Voilà. D'accord. Pour revenir un petit peu sur Shanghai et l'ouverture vers l'Occident, il y a un réel attrait pour les marques et le savoir-faire français dans cette ville. Et on regarde tout de suite une vidéo de Guillaume Ruet de Bernardac qui, lui, a monté une académie qui enseigne l'étiquette à la française sur place. Tout d'abord, je dirais qu'on a un souci du détail très fort en France et de la qualité. Un souci du travail bien fait qui est en train de venir en Chine mais qui n'est pas encore tout à fait là. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Mon deuxième élément de réponse serait l'aspect émotionnel. C'est quelque chose sur lequel on est fort, je pense, les Français, notamment dans le luxe, mais pas que, c'est-à-dire de transmettre un univers, transmettre des émotions, de communiquer un rêve. Notre entière culture, notre entière de vivre est un rêve que l'on répand au monde. Donc oui, l'art de vivre à la française, le savoir à la française, c'est beau, c'est un bel univers et ça donne envie aux gens de rentrer dedans et de découvrir plus. Et d'autant plus aux Chinois. D'accord, donc un réel attrait pour les marques et les produits français. Est-ce qu'on peut expliquer cet attrait, Christophe ? Oui, je pense que c'est plus profond que l'attrait pour les marques. C'est vraiment l'attrait pour une authenticité d'un pays comme la France, qui a une histoire prestigieuse. Donc c'est acheter un petit morceau de la France. C'est aussi un attrait au regard de leur propre volonté de progresser. Donc ils ont besoin d'exemples extérieurs et la France est un bon exemple pour montrer comment ils pourraient se sophistiquer, comme la France a pu le faire durant ces siècles. Donc il y a effectivement des choses très profondes à travers cet attrait-là. D'accord. Grégory, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui font appel à vos services, qui partent pour travailler dans ce domaine-là précis ? Effectivement, le domaine du luxe, de la mode est un domaine en pleine expansion. On voit de plus en plus d'entreprises qui font appel à nous pour pouvoir solliciter les autorisations afin d'aller en Chine. Oui, c'est un des domaines très porteurs. D'accord. Et Marion, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel domaine précis est-ce que les Français et le savoir-faire français est apprécié sur place ? Oui, je pense qu'il y a certaines catégories de produits qui marchent plus que d'autres. Ce serait les cosmétiques, la mode et l'alimentaire. C'est particulièrement lié à l'histoire de Paris comme capitale de la mode et aussi des scandales alimentaires en Chine qui font que les Chinois sont plus en recherche de qualité française pour ces produits-là. Donc le Made in France est vraiment un gage de qualité, d'authenticité. D'accord. Et est-ce que cette attirance se ressent au quotidien, Étienne ? Est-ce qu'ils nous aiment particulièrement ? Alors, c'est une relation complexe, on va dire, mais je pense que l'attrait de la France est assez immédiatement perceptible. Bon, quelque chose d'assez immédiat quand on arrive à Shanghai ou en Chine. Quand on dit qu'on est français, il y a un mot, on dit Langman, c'est romantique, la France, sans qu'on sache forcément ce que ça, les significations qu'il y a derrière ce mot, mais disons que je pense que c'est un pays qui, entre d'autres pays, parle très immédiatement à l'imaginaire chinois. Après, c'est aux Français et aux entreprises françaises, je pense, de donner un contenu à cet imaginaire-là. Exactement. Et là-dessus, justement, donc les marques françaises plaisent, d'accord, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse les transposer telles quelles de la France au marché chinois. Est-ce que vous avez des conseils, vous, par exemple, Christophe ? Quelles sont les modifications qu'il faut apporter, peut-être ? C'est vrai que les Chinois voyagent depuis seulement quelques années. Donc, c'était auparavant assez local. Donc, il a fallu très tôt déjà s'adapter à la culture chinoise. Et donc, les marques, effectivement, ont conçu de France et sur place, avec des designers français et chinois, des évolutions avec les couleurs chinoises, avec des caractères chinois, donc le rouge et le doré, oui. Avec les caractères chinois. Certains sont des caractères essentiels pour donner un bon auspice, un bon avenir aux familles chinoises. Des formes aussi qui sont liées aux Chinois. Il y a aussi des couleurs qu'ils ne peuvent pas porter, par exemple certains jaunes, parce que les Chinois font un complexe d'avoir une peau un petit peu jaune,
que nous, on ne pense pas, mais eux le pensent. Et donc, toute couleur qui pourrait augmenter le côté jaune de leur peau sont à bannir. Donc, ils ont des listes entières de certains types de couleurs qu'il ne faut pas prendre. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas prendre et certaines qu'ils veulent toujours prendre. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils veulent toujours prendre ? Le noir est bien sûr très important, comme au Japon, comme en Corée, comme pour beaucoup Synonyme d'Asiatiques. de luxe. Voilà. Il y a aussi un autre aspect très important. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez grands. Les Chinois du Nord sont grands, mais pas tous. Et donc, il faut aussi que les vêtements et les couleurs, il y a plein de conseils pour ça dans les magazines, rehaussent la silhouette pour apparaître plus grand. Donc, il y a plein de choses liées à leur goût, mais aussi à leurs attentes pour corriger des choses qui ne leur paraissent pas encore parfaites. D'accord. Donc, il faut quand même aussi bien s'adapter au marché. Et alors, il y a aussi un deuxième secteur porteur qui est celui de l'environnement. Et à ce sujet, on écoute tout de suite François Jenny. Mais la Chine, elle fait face à des défis environnementaux monumentaux. Il faut savoir que la Chine abrite à l'heure actuelle plusieurs mégapoles de plusieurs millions d'habitants, ce qui ne simplifie pas la tâche. Cependant, il y a une prise de conscience, aussi bien de la part de la population que de la part des autorités. J'aimerais citer en particulier cette nouvelle loi de l'environnement qui est en place depuis le 1er janvier de cette année et dans lequel il y a tout un arsenal, je dirais, légal pour lutter face à ces phénomènes de pollution. D'accord. Donc, vous, Étienne, pendant votre parcours universitaire, vous avez eu l'occasion de travailler dans le domaine de l'environnement et de l'innovation. Alors, chez Veolia, à l'INRA et à Shanghai pour le service scientifique du consulat. Okay. Quelques mots sur la situation environnementale de la Chine. Alors, catastrophique. Je renchérirais sur M. Jenny en disant qu'effectivement, c'est une situation qui est très inquiétante. Au-delà de l'aspect visuel de l'air saturé de microparticules à Pékin ou à Shanghai, il y a un véritable problème environnemental sur l'eau en particulier. C'est un exemple qui revient souvent. Les nappes phréatiques sont particulièrement polluées, l'eau n'est pas potable, même l'eau du robinet n'est pas potable. Donc ça, c'est une véritable source d'inquiétude. En même temps, le versant positif, je dirais, c'est que là, encore une fois, comme le disait M. Jenny, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience des autorités, je pense plus encore que celle de la population, qui se traduit par des lois extrêmement rigoureuses, des réglementations de plus en plus dures. Alors, il y a un véritable travail à faire maintenant sur la mise en application de ces réglementations et de ces lois, mais je pense que la prise de conscience va dans ce sens-là. Et l'expertise française dans ce domaine est réputée sur place. Les entreprises françaises sont au top mondial. Oui. Donc elles sont parmi les meilleures entreprises au monde dans ce domaine, avec des solutions très sophistiquées, haut de gamme. Et la bonne nouvelle, c'est que la Chine a les moyens, se donne les moyens d'acheter les meilleures technologies. Donc l'offre française répond à l'attente des autorités chinoises, des provinces chinoises, qui veulent tout de suite des solutions très sophistiquées. D'accord. Mais bien sûr, il y a un retard énorme. Il y a encore plein d'usines qui sont encore dans l'ancien système. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a vraiment une rigueur sur l'application de ces nouvelles normes, nouveaux standards, avec le coût qui lui correspond, qui est vraiment totalement ancré maintenant dans la politique chinoise. Et une réelle volonté du gouvernement. Très bien. Alors tout de suite, on va écouter Claude Jacques qui donne quelques conseils sur la manière d'aborder le marché chinois, surtout en tant que Français. Alors le Français souffre souvent d'arrogance, je dirais, et il faut venir avec une bonne dose d'humilité, de patience, de volonté de vouloir réussir. D'aborder le marché coûte beaucoup plus que l'on ne croit et prend beaucoup plus de temps que l'on ne croit. La Chine, et Shanghai en particulier, ne peut pas se concevoir au coin d'une table et doit être mûrement réfléchi, et il faut absolument savoir ce qui nous attend en venant là-bas. Donc détermination, patience, humilité surtout, et se donner les moyens de réussir. Merci Claude Jacques. Alors j'aimerais qu'on aborde le sujet de la préparation au voyage quand on part travailler sur place. Vous, Grégory Saulmé, vous êtes spécialisé dans la procédure d'immigration. Quelques informations sur les différents types de visas par exemple.
Oui, alors pour faire simple et bref, il y a 2 grands types de visas si on veut aller en Chine pour le travail. Le premier, le visa de travail, le visa Z. Au préalable, il faudra demander un permis de travail auprès des autorités locales en Chine, puis le visa, puis une fois en Chine, le permis de séjour. Pour des affaires non commerciales, alors bien qu'il n'y ait pas de définition légale, concrètement, ça va être toute affaire qui ne va pas générer de profit ou qui ne va pas générer de revenus. Oui. Ce sera le visa business, visa M, qui va permettre de faire des courts séjours en Chine jusqu'à 90 jours. Ça, c'est pour préparer son installation, c'est pour rencontrer Par exemple, des partenaires. Rencontrer des partenaires, prospection commerciale, ce genre de choses. En 2015, la Chine a mis en place de nouvelles lois qui sont venues aussi simplifier certaines procédures, et notamment les visas de travail. Elle a mis en place des systèmes accélérés pour pouvoir demander des visas de travail court séjour jusqu'à 90 jours. Ce qui est bienvenu parce que c'était une demande très forte des entreprises. Malgré tout, il y a une petite porosité, enfin une petite zone grise, on va dire, entre certaines activités, car certaines activités ne permettent pas de solliciter un visa business. Il est obligatoire d'avoir un visa de travail, alors qu'auparavant, avant 2015, on pouvait venir en visa business. Quelles sont ces activités ? Alors, je ne les ai plus toutes en tête là spontanément, mais ça va être surtout l'exécution d'un contrat avec un partenaire en Chine. Oui. Donc, il n'y a pas de définition exacte, ce qui fait que ça peut porter à confusion. Donc, je recommande fortement de faire appel à un conseil en immigration, que ce soit en France ou en Chine, pour pouvoir déterminer quelles activités vont pouvoir être faites sous visa M, sous visa Z, afin de pouvoir demander le bon visa et donc... n'avoir aucun souci avec les autorités en Chine par la suite. Christophe, peut-être quelques mots au niveau des visas ou pour les stages, parce qu'il y a énormément de jeunes qui veulent partir faire leurs études ou des stages sur place. Voilà. Donc c'est vrai que la règle est assez claire, donc il faut bien l'intégrer. En fait, il est facile de faire un stage pendant son université, pendant son école de commerce, parce qu'on est donc couvert par son école française, avec une assurance santé française. Donc, si une école dure 5 ans, par exemple, du bac jusqu'au 5e année, je recommande vivement de profiter de ces 5 ans pour partir 1 mois ou 2 l'été, avec un document de votre école qui confirme que c'est bien un stage lié à l'école de commerce ou à l'université. Là, il n'y a pas de problème pour faire un tel stage dès lors que vous trouvez une entreprise française ou chinoise qui pourrait vous accueillir. Je sais qu'il y a plusieurs Français qui ont créé des sites internet pour trouver des stages. Ensuite, à la fin de l'école, quand vous avez quitté l'école, vous ne pouvez plus aller faire un stage en Chine, disons entre 23 et 26 ans, parce que vous n'auriez pas d'assurance. Et donc là, je recommande d'apprendre le chinois, quitte à prendre un cours. C'est une autre solution. Une autre solution pour la suite, après l'école. Ceux qui sont ont fini l'école, qui n'ont pas encore trouvé un travail en France, qui voudraient en profiter pour faire 1 an sabbatique, ou pourquoi pas sabbatique et opportuniste pour trouver une solution éventuellement. Là, ils pourraient apprendre le chinois de sorte à rester 1, 2 ou 3 semestres et en même temps créer leur réseau, rencontrer les Français de Shanghai, des entreprises chinoises et préparer éventuellement un travail, mais qu'ils ne pourront faire qu'à partir de 25-26 ans parce qu'ils ne peuvent pas avoir de permis de travail trop tôt. Et après, c'est le schéma classique qu'on a évoqué à l'instant, business, quand on a 27-28 ans. Mais il faut un petit peu donc il faut bien respecter ces cadres-là. Respecter la loi. Les légalisations, et après, tout se passe bien. Il faut vraiment s'informer. Très bien. Vous parliez de la langue. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi aux différences culturelles entre nos 2 pays. Et tout de suite, on écoute Yasmine Koual qui fait un point sur ce sujet. Alors, le premier point, c'est évidemment le guanxi, à savoir le relationnel. C'est quelque chose de très important pour les Chinois. Il ne faut pas le négliger puisque ça peut réellement permettre d'avancer dans la mise en place d'un projet. Le second point, ça serait certainement le fait de garder son sang-froid. Perdre son sang-froid avec un Chinois peut être extrêmement mal vécu et peut compromettre la relation d'affaires. Donc il faut faire attention. Le troisième point, c'est que le oui ne veut pas toujours dire oui. Donc avec un peu d'expérience, on se rend compte qu'il faut
décrypter la réponse qui nous est donnée et être conscient qu'un oui n'est pas toujours ferme et définitif. Merci. Alors Marion, vous avez travaillé beaucoup dans des entreprises chinoises. Comment ça se passe au niveau interculturel ? C'est vrai qu'il y a une communication qui est un peu différente avec les Chinois parce qu'on n'a pas la même culture. Et parfois, comme elle disait, les Chinois disent oui, mais parfois c'est pour vous faire plaisir. Ouais. Donc il faut bien s'assurer, vérifier avec eux que la démarche en fait est la même que celle que vous avez en tête. Et éventuellement, une fois que vous avez adressé votre demande, leur demander d'exprimer avec leurs propres mots ce qu'ils comprennent par là pour s'assurer qu'en fait on a bien la même vision des choses. Un oui ne veut pas forcément dire oui. Il faut pas non, le prendre parfois pour ils disent ça pour vous faire plaisir ou parce qu'ils savent pas la réponse. Et plutôt que vous dire j'ai pas compris ce que tu m'as demandé, ils vont juste dire oui pour éviter en fait d'être mal à l'aise. Ok. Étienne, vous, dans vos relations au travail, etc., vous avez peut-être des conseils à donner ? Vous avez eu affaire à des choses où il fallait s'adapter ou... Alors, moi, je mettrais l'accent, pour compléter ce point-là, sur l'importance de la relation personnelle. Le mot de Guanxi a été utilisé, mais je pense que ce sont des choses qui sont vraies dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il est essentiel de bâtir, en particulier en Chine, de bâtir de la confiance de personne à personne. Ça suppose d'avoir une attitude patiente, de respecter un certain nombre de règles, de procédés avant de pouvoir faire ses preuves auprès de son interlocuteur. Dans le cas des contrats, par exemple, je pense qu'une considération qui revient souvent, c'est que le contrat en Chine, c'est le début d'une relation et que c'est pas quelque chose qui fige la relation dès le début. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait bien en tête dans un cadre chinois, c'est qu'il y a toujours des preuves à donner à son partenaire, si on veut en recevoir dans l'autre sens. D'accord. Grégory, vous avez aussi affaire aux Chinois qui viennent travailler en Europe. Qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Tout à fait. Moi, je vais rebondir un peu sur ce qui vient juste d'être dit. Il m'arrive souvent d'avoir des salariés chinois qui m'appellent après que j'ai envoyé un message. On communique surtout par courriel en raison de la distance, mais qui m'appellent souvent après pour répéter en fait ce que j'ai écrit pour confirmer qu'ils ont bien compris. Ce que disait Marion, en fait. Tout à fait. Oui. Je le vois souvent. D'accord. Christophe, quelques mots. Peut-être, vous avez parlé un peu de l'émotion. Est-ce que le côté affectif, émotionnel est très présent ? Parce que nous, vu de l'extérieur, ça nous paraît assez procédural, protocolaire. Et en fait, je pense que l'affectif tient une très grande place. En fait, oui, absolument. Oui, d'accord. Mais il faut le gagner. Donc, il faut un petit peu le chercher. Et c'est vrai que les Chinois sont beaucoup plus affectifs, émotionnels qu'on ne le pense. D'accord. Et donc, il faut arriver avec son humour français, avec ses valeurs, il faut arriver un petit peu à déjà se montrer sa propre sincérité, déjà donner de la sincérité afin de générer chez l'autre une volonté aussi de retirer un petit peu sa protection et de faire un vrai échange émotionnel. Et là, on touche vraiment... Et là, on démarre une vraie relation très sympathique. Et les gens qui restent 5, 10, 15 ans en Chine, c'est bien sûr parce que les Chinois sont émotionnels. S'ils étaient comme on le croit en France, eh bien, ça serait moins motivant pour nous, Français. Et il y aurait moins de monde sur place. Voilà. Très bien. Grégory, vous allez nous quitter. Merci beaucoup pour votre intervention. Et alors, tout de suite, on fait une courte pause et on revient juste après pour un volet sur la vie quotidienne sur place. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, toujours en direct des studios de TV5 Monde pour cette émission consacrée à Shanghai. Alors je vous rappelle que vous pouvez aussi nous suivre via les réseaux sociaux sur le hashtag 24HChronoTV. Alors on va tout de suite parler un peu de la vie quotidienne à Shanghai. On a vu tout ce qui était partie économique, on va parler du quotidien sur place. Et pour ça, je donne la parole tout de suite à Laure Palaise qui nous parle un petit peu de la qualité de vie sur place. Alors, la vie à Shanghai est, contrairement aux idées reçues, extrêmement agréable. Shanghai est un hub international aujourd'hui. Avec ses 20 millions d'habitants, c'est quasiment un pays. Shanghai est une ville où il y a un brassage d'idées assez incroyable en fait. Aujourd'hui, un passage à Shanghai pour les jeunes Français, c'est comme un passage à New York il y a quelques années. Donc la vie est agréable, les opportunités professionnelles sont là. On parle souvent de la pollution, elle existe. Néanmoins, le gouvernement chinois fait des efforts là-dessus. Récemment, de nombreuses usines autour de Shanghai ont été fermées et ça se ressent. Alors, Marion Etienne, vous êtes rentrée récemment. Laure dit que c'est assez dense et inoubliable, ce passage à Shanghai. Qu'est-ce que vous en retenez? Je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il y a un grand dynamisme à Shanghai, social et économique. Donc, on a des opportunités professionnelles parce qu'il y a une flexibilité de l'emploi qui fait que si vous avez... Enfin, il y a un mot, une phrase anglaise, « hire the competence, train the skills »,« the personality, train the skills ». Donc, si vous avez une bonne personnalité, vous aurez des opportunités que vous n'auriez pas en France. Et c'est vrai. Ouais, d'accord. C'est complètement vrai. Et en termes de vie sociale, c'est vrai que c'est très dynamique. Les gens sont motivés, donc il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de sorties. Il y a une vie culturelle qui se développe de plus en plus. Donc, ça nous permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés en fait en France, qu'ils soient chinois, français ou même européens, américains. Est-ce que les gens restent beaucoup entre Français? C'est ce qui se passe souvent quand on est expatrié. Est-ce que c'est le cas à Shanghai, Étienne? Alors, c'est quelque chose qu'on peut regretter, effectivement. La communauté française, qu'elle soit soudée, c'est plutôt quelque chose de positif. En revanche, il y a effectivement le problème de la langue, je pense, qui est un obstacle encore. Il y a, je pense encore, ça c'est en train de changer, mais il y a encore peu de gens qui parlent suffisamment bien chinois pour pouvoir faire l'effort de se lier d'amitié avec des Shanghaïens ou des gens qui vivent à Shanghai. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à développer et c'est quelque chose dans lequel il ne faut pas avoir peur de s'engager parce que le retour est très riche. Vous l'avez appris, le chinois? Alors, c'est une aventure qui ne se termine jamais. Mais je pense que je regretterai jamais un seul instant d'avoir fait cet effort-là il y a plusieurs années. Ça m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires et de vivre des choses que je n'aurais jamais pu vivre si je n'avais parlé que français ou anglais. D'accord, donc faire l'effort quand même d'apprendre la langue, ça apporte beaucoup. Il y a quand même peut-être des doutes aussi sur la pollution. Vous parliez que l'eau n'était pas potable, etc. Comment ça se passe? Comment ça se vit au quotidien? On est assez habitué. Donc l'eau, on reçoit des grosses bouteilles de 5 litres qu'on met à la maison comme une fontaine ici. Donc c'est pas une difficulté, on s'adapte. En revanche, il y a quand même des journées où on ne voit pas, enfin, c'est mieux qu'à Pékin, mais la pollution est quand même visible. Et là, on se dit que c'est bien de ne pas faire un jogging, de peut-être annuler un rendez-vous. Enfin, il faut un petit peu quand même, de faire un petit effort, si l'air est pollué, d'être moins actif, moins évolué durant la journée que d'habitude. L'intérêt de Shanghai, c'est qu'il pleut quand même régulièrement, tous les 3-4 jours, ce qui nettoie la pollution. Et aussitôt, on peut respirer un air frais. Il y a aussi donc il y a de la pluie, il y a du vent, deux choses qu'il n'y a pas à Pékin, et ça permet quand même d'avoir pas mal de bonnes journées. D'accord, et le temps est plus changeant. Très bien. Ouais. On va tout de suite s'intéresser à la ville et à ses différents quartiers avec une vidéo de Annick de Kermadec-Bensman. Les quartiers sympas pour habiter, tout dépend. Si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien vivre en centre-ville. C'est un petit peu plus cher, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Je parle le centre-ville, c'est l'ancienne concession française. Ensuite, vous avez d'autres quartiers. Pour ceux qui ont des enfants, en général, ils se rapprochent des écoles. Alors, il y a le lycée français de Shanghai qui est dans une partie de la ville un petit peu excentrée, mais dans cette partie, qui est du côté de Goubei, à Qingpu, vous avez une communauté française
qui vit dans cette zone. Et de l'autre côté de la rivière, vous avez également un nouveau lycée qui a été conçu il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, et qui, maintenant, il y a effectivement pas mal de familles françaises qui se sont installées dans cette région. Alors vous, par exemple, Christophe, où est-ce que vous vivez, parce que vous y vivez encore, à Shanghai, et pourquoi ? Alors, moi, j'ai été, comme tous les Français, un addict de l'ancienne concession française. J'ai vécu 8 ans et j'ai souhaité quand même changer un petit peu d'air, c'est le cas de le dire, et je suis allé près du Bond, près de la rivière, qui me paraît être un petit peu le deuxième quartier sympa après celui de la concession. Donc, c'est un petit peu les deux quartiers que les Français en général préfèrent à Shanghai. Il y a d'autres anciennes concessions à Shanghai, espagnoles, allemandes, russes, qui ont aussi des bâtiments extraordinaires des années 30, et on peut aussi aimer cette ambiance-là. Mais la concession française est de loin le plus grand quartier de Shanghai, et en plus est situé au centre de Shanghai. Donc on a toutes les raisons de préférer y habiter. J'imagine. Et pour sortir, pour les restaurants ou les sorties nocturnes, où est-ce que vous alliez, vous, par exemple, Étienne ? Alors, il y en a pour tous les goûts. À Shanghai, je pense qu'on peut retrouver facilement un mode de vie français, disons occidental. Il y a un nombre incalculable de bars, de restaurants, etc. Pour des gens qui sont intéressés par des pans de la culture chinoise, il y a aussi de quoi faire. Il y a énormément de restaurants qui servent une nourriture excellente. Ceux qui veulent s'essayer au karaoké, c'est aussi possible. Ça fait partie des codes culturels locaux. Il y a énormément de choses à faire. Beaucoup de sorties culturelles à disposition à Shanghai. D'accord, très bien. On va parler maintenant un peu du coût de la vie, des loyers, etc. avec Loïc Braille qui fait un point, une comparaison entre les deux, le coût de la vie français et le coût de la vie en Chine. Si vous vous déplacez de Paris à Shanghai, vous aurez une augmentation du coût de la vie sur place de 31%. Vous serez surpris par le coût du logement qui sera assez élevé. Comptez environ 1 900 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les contributions sociales nettement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € brut à Paris, il vous faudra 65 000 € brut à Shanghai pour maintenir le même niveau de vie. Marion, vous pouvez peut-être nous donner des exemples du coût de la vie sur place, des produits ? Tout à fait. En fait, je pense qu'il y a différents coûts de vie selon la façon dont vous vivez en Chine. Si vous vivez à la mode chinoise, forcément, ce sera moins cher qu'à Paris, parce que la nourriture chinoise est plus accessible. Bien sûr. Les sorties chinoises sont peut-être plus accessibles aussi. Si vous prenez un logement avec des standards qui ne sont pas européens, ce sera moins cher également. Par contre, effectivement, si vous voulez maintenir un niveau de vie européen, en mangeant européen, ça risque d'être plus cher parce que c'est des produits importés, c'est des bâtiments qui ont été rénovés et ce sont ou sinon en termes de, pour par exemple faire du shopping, ce sera des marques européennes qui vont se positionner plus luxueuses et donc qui seront plus chères. Bien sûr. Mais après, on peut faire un équilibre. Les cigarettes sont moins chères, la nourriture sera plus chère. Finalement, on peut s'y retrouver, je pense, avec un budget qui serait similaire à celui de la France. D'accord. Donc, avec à peu près combien par mois pour donner une idée ? Je pense, oui, effectivement. Bon, les loyers qui ont été énoncés, là, je pense qu'on peut trouver quand même moins cher si on cherche un petit peu. Il y a des bonnes opportunités, d'accord. Voilà, on peut regarder sur les sites chinois, demander éventuellement aux amis chinois de nous aider, ou même, en cherchant, je pense que c'est comme à Paris, on peut trouver des bons plans. Et après, effectivement, on peut trouver des loyers très élevés. Notamment si la boîte prend en charge les... Du coup, c'est à peu près pareil qu'en France. Moi, je pense que c'est à peu près pareil. Ok. Mais on peut vivre plus cher, on peut vivre moins cher selon ce qu'on choisit en fait. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va faire un petit point pratique sur les formalités relatives au déménagement avant le départ. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'arrivée d'un déménagement à Shanghai est conditionnée par l'obtention de 2 sésames, on pourrait appeler ça comme ça. Donc un visa de résident et un permis de travail. Ce n'est qu'à partir de l'obtention de ces 2 documents, qui prennent en général de 4 à 5 semaines, qu'on va pouvoir envisager d'acheminer le conteneur ou le déménagement aérien vers Shanghai.
Suite à l'obtention de ces âmes, nous allons collecter en fait le passeport original de l'expatrié pendant une durée de 2 à 5 jours en fait. Donc une durée de 2 à 5 jours qui varie puisqu'elle est de 2 jours pour un aérien, 3 jours pour un déménagement maritime et 5 jours si on a les deux, si on utilise les deux moyens de transport. Durant cette collecte, en fait, il est important que l'expatrié ne puisse pas voyager professionnellement puisqu'il n'aura pas ses documents. Après l'obtention en fait, du permis d'importation, nous restituons les documents originaux à l'expatrié et nous pouvons entrer dans la phase de dédouanement propre, c'est-à-dire l'inspection douanière du déménagement qui prend en moyenne une dizaine de jours ouvrés. Merci Romain Busque. Alors, quelles sont peut-être les autres choses à savoir quand on prépare son départ à Shanghai, Étienne ? Alors, quelque chose de bête, mais auquel moi je n'avais pas pensé, c'est avoir de l'argent, des liquidités à disposition. Parce que quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est qu'on cherche un logement, et ça peut vite être ennuyeux quand on n'a pas assez de liquide sous la main, parce que son compte est plafonné, parce qu'on ne peut pas retirer assez. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut voir en amont. C'est pas très compliqué. Mais il faut y penser, il faut y penser. Oui. Marion, quelque chose ? Non, oui, ça c'est un point important à aborder. Ensuite, je pense qu'il faut se renseigner sur la ville tout simplement, mais j'ai pas de... D'accord. Alors là, l'émission touche un petit peu à sa fin. J'aimerais qu'on fasse un tour de table où vous nous faites une phrase de conclusion un petit peu sur tout ce qu'on vient de dire. Christophe. Bon, moi, je suis très content de cette émission. Je trouve qu'on a quand même pas mal expliqué à quel point Shanghai était vraiment adapté culturellement aux Français. Et que la solidarité de la communauté permet d'accueillir tous les Français, de trouver des solutions et de se serrer les coudes. Voilà. Donc, il y a quand même une ambiance qui est vraiment très sympa en ce moment. Ça peut ne pas durer, mais en tout cas, c'est le bon moment aujourd'hui. Et s'intéresser aussi à l'aspect culturel entre la France et la Chine, comme cette exposition actuellement au Bon Marché de Ai Weiwei jusqu'au 20 février. Donc, de suivre tous ces échanges à la fois économique, culturel, linguistique. Je trouve que l'axe franco-chinois aujourd'hui est quand même très intéressant et très porteur. D'accord, donc vous dites venez. Absolument, on peut encore accueillir 20 autres 1000 Français. D'accord. Étienne ? Oui, moi je retiendrai que quiconque veut partir à Shanghai doit garder une espèce d'attitude très ouverte. Je pense que c'est une ville extraordinaire qui a beaucoup à offrir, à condition qu'on fasse un effort d'ouverture. Il y a trop de gens, je pense, qui sont frustrés ou déçus parce qu'ils s'attendaient à répliquer exactement leur mode de vie français. C'est pas ce qu'il faut chercher à Shanghai, c'est pas non plus la campagne sauvage, mais je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture pour tirer parfaitement profit de cette ville-là. Oui. Et s'adapter, enlever un peu son arrogance française peut-être. D'accord. Marion ? Moi je dirais qu'effectivement Shanghai peut parfois faire peur parce que c'est en Chine et qu'on a l'impression de faire un saut dans l'inconnu, mais finalement c'est une ville dans laquelle on trouve très vite ses repères, où effectivement il y a une très grande solidarité, il y a beaucoup d'organismes qui sont en place pour vous aider et qui vous permettra d'avoir des opportunités que vous n'auriez pas en France, où la vie aussi va à 100 à l'heure. Donc je recommande à tous les Français, s'ils ont l'opportunité d'aller en Chine et à Shanghai, d'y aller. D'accord. Merci beaucoup à chacun pour ces interventions très intéressantes. Restez connectés, on part tout de suite direction Maputo en Afrique pour la prochaine ville. Merci.